Chapitre 1, l'appel de l'enfer. Le soleil brûlant d'Irak tapait sur la base opérationnelle avancée Delta tandis que le sergent-chef Raon Moody nettoyait son fusil pour la 3e fois ce matin-là. La sueur ruisselait de son visage buriné sur la crosse de l'arme. Un visage qui avait trop combattu. Trop d'amis perdus dans les engins explosifs improvisés et les tirs de sniper. À 34 ans, Ramon se tenait avec la précision mortelle d'un homme ayant passé 12 ans dans les forces spéciales. Sa silhouette musclée se déplaçait avec une efficacité calculée, même dans les tâches les plus simples. La sonnerie stridente du téléphone satellite trancha le silence du désert comme une lame. Les yeux bleus glaciers de Ramon se plissèrent en reconnaissant le code international. Les appels personnels à la base opérationnelle étaient rares et généralement annonciateurs de mauvaises nouvelles. « Sergent-chef Moody », répondit-il d'une voix grave qui faisait réfléchir les combattants ennemis. « Monsieur, ici l'inspecteur Lewis Harrington de la police de Denver. Je vous appelle au sujet de votre fils, Timothy. » Le monde semblait basculer sur lui-même. Ramon serra le téléphone jusqu'à en avoir les jointures blanches. « Et mon fils ? Monsieur, je crains que Timothy ait disparu. Il a été vu pour la dernière fois il y a 3 jours avec votre beau-frère, Damon Booker. Nous le cherchons depuis 3 jours. » La voix de Ramon se transforma en un murmure dangereux qui fit lever les yeux de leurs camarades. « Pourquoi ne m'a-t-on pas appelé immédiatement ?» L'inspecteur Harrington s'éclaircit la gorge, gêné. « Monsieur, votre femme nous a d'abord dit que Timothy était hébergé chez des amis. Elle ne nous a contactés qu'hier, affirmant qu'il n'était pas rentré. » Ramon serra les mâchoires. Alexis, sa belle et manipulatrice épouse, qu'il avait épousée pour les avantages militaires et un salaire stable, et non par amour. Il se doutait depuis des mois que quelque chose clochait. Sa façon d'éviter ses appels vidéo, le son creux de sa voix lorsqu'il se parlait, les achats coûteux qui apparaissaient sur leur relevé de carte de crédit. « Quoi d'autre » demanda Raon. « Monsieur, nous avons trouvé des preuves dans le véhicule de Monsieur Booker. Des traces de sang. Nous effectuons des tests. » Mais le téléphone glissa des doigts engourdis de Ramon et s'écrasa sur la table métallique. Du sang. Le sang de son fils de 8 ans. Timothy, avec les cheveux blonds de sa mère et l'esprit déterminé de son père. La seule chose pure qui restait dans le monde de plus en plus sombre de Ramon. Le sergent Grant Frank s'approcha prudemment. « Moody, tu vas bien, mon frère ?» Le regard de Ramon était mort. La transformation était si complète que Grant recula instinctivement. En 12 ans de service militaire, Grant n'avait jamais rien vu de plus terrifiant que l'expression qui traversa le visage de Raon Moody à cet instant. « Préparez vos affaires, soldats », lança la voix du major Timothy Bolton derrière eux. Le commandant de la base avait visiblement écouté l'appel. « Vous rentrez chez vous. Permission d'urgence accordée. » Raon récupéra le téléphone avec une précision mécanique. L'inspecteur Harrington parlait toujours, sa voix métallique et distante dans le haut-parleur. « Votre beau-frère a des antécédents de violence conjugale et de délits liés à la drogue. Il était entré et sorti du système depuis des années. Votre femme n'en avait jamais parlé. » Raon raccrocha sans un mot. Il se leva lentement, l'esprit déjà en mode opérationnel. Le même état d'esprit froid et calculateur qui avait fait de lui l'un des tueurs les plus efficaces de l'armée était désormais concentré sur un seul objectif, découvrir ce qui était arrivé à son fils et faire payer tous les responsables d'une manière inimaginable. Alors qu'il se dirigeait vers ses quartiers pour faire ses bagages, des fragments de conversation de sa dernière permission résonnèrent dans sa mémoire. Alexis chuchotant au téléphone tard le soir. Les visites fréquentes de Damon lorsqu'il pensait que Raon ne regardait pas. La façon dont Timothy avait semblé nerveux en présence de son oncle, essayant de rester proche de son père pendant les derniers jours précédant le déploiement. Ramon avait ignoré les signes, fait confiance à sa femme, cru au caractère sacré de la famille. Cette confiance allait devenir l'erreur la plus coûteuse de la vie de plusieurs personnes. Chapitre 2. Fantôme dans la machine. Le transport militaire atterrit à l'aéroport international de Denver 18 heures plus tard. Ramon se déplaçait dans le terminal comme un prédateur parmi les moutons. Son unique sac de voyage en bandoulière. Il avait profité du vol pour passer des appels, manipuler des ficelles et activer des réseaux construits au cours d'une décennie d'opérations secrètes. Sa première étape n'était pas chez lui. Il conduisit son vieux pick-up Ford jusqu'à un garde-meuble en périphérie de la ville, dont Alexis ignorait tout. À l'intérieur, emballé dans des boîtes étanches, se trouvait tout ce dont un vétéran des opérations spéciales pouvait avoir besoin pour un travail au noir.
Des armes intraçables, du matériel de surveillance et assez d'argent pour disparaître pendant des mois si nécessaire. Le téléphone de Ramon vibra, accompagné d'un SMS de l'inspecteur Harrington. Je dois vous débriefing au plus vite. Venez au poste dès votre atterrissage. Il l'ignora. La police suivrait les procédures, examinerait les preuves, montrait un dossier qui pourrait prendre des mois à résoudre. Ramon avait appris dans des pays comme l'Afghanistan et la Syrie que la justice exigeait parfois des méthodes plus directes. Sa deuxième étape fut un bar appelé Murphy's Tavern où Jerry Singh attendait dans un box d'angle. Jerry était mince et nerveux, le genre d'homme qui se fondait dans le décor et voyait tout. Il avait été la source de renseignements de Ramon pendant ses jours d'infiltration de gang avant de s'engager. Et il était toujours à l'écoute de la rue. Ramon. La voix de Jerry était à peine plus qu'un murmure. Mince, j'ai entendu parler de Timothy. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu sais? Raon se glissa dans la cabine, ses yeux pâles fixés sur le visage de Jerry. Ta femme court partout depuis des mois. Ça a commencé juste après ton déploiement. Mais Ramon, Jerry déglutit difficilement. Ce n'est pas ce que tu crois. Explique. C'est son frère, Damon. Ils ont été ensemble, vraiment ensemble. Et ce n'est même pas le pire. L'expression de Ramon n'a pas changé, mais la température à table semblait avoir chuté de 10 degrés. Continue. Ils ont planifié quelque chose, parlé de repartir à zéro, de se débarrasser des complications. Ton garçon Timothy, la voix de Jerry s'éteignit. Mon fils n'est pas une complication, dit Ramon doucement. Il a 8 ans. Je sais, mec. C'est pour ça que je te dis ça. Damon a parlé à des gens vraiment malhonnêtes. Des dealers, des hommes de main. On raconte qu'ils étaient censés faire disparaître Timothy définitivement, faire passer ça pour un accident ou un enlèvement. Ramon assimila cette information avec le détachement clinique qu'il avait appris lors de ses interrogatoires. Sa femme ne se contentait pas de le tromper. Elle projetait d'assassiner leur fils pour préparer sa relation incestueuse avec son frère. Cette trahison était plus profonde que toutes les blessures de guerre qu'il avait jamais reçues. Où est Timothy maintenant? Demanda Raon. C'est ça le problème. Personne ne sait. Damon était censé s'en occuper il y a 3 jours, mais quelque chose a mal tourné. Il y a eu une bagarre dans sa voiture. Du sang partout, mais pas de corps, pas de témoins. Damon se cache depuis. Où? Jerry a sorti un bout de papier avec une adresse. Un vieux quartier d'entrepôt. Mais Ramon, l'endroit est probablement armé. Damon a peur. Et les animaux qui ont peur sont dangereux. Ramon a mis l'adresse dans sa poche. Quoi d'autre? Ta femme a dit à tout le monde que tu ne reviendrais pas, que tu as été tué au combat, et l'armée n'a tout simplement pas encore prévenu tes proches. Elle a déjà consulté un avocat pour une assurance vie. Le déclic s'est produit. Alexis et Damon n'avaient pas seulement prévu de tuer Timothy. Ils avaient aussi prévu de mettre en scène la mort de Ramon. Probablement lors de son prochain déploiement. Une parfaite petite famille incestueuse, sans histoire, avec une indemnité d'assurance vie militaire conséquente. Ramon s'est levé pour partir, mais Jerry l'a attrapé par le bras. Bon sang, quoi que tu prépares, sois prudent. Ce ne sont pas que des histoires. Ce sont des tricheurs, ce sont des tueurs, et ils n'ont plus rien à perdre. Ramon baissa les yeux sur la main de Jerry jusqu'à ce que le petit homme lâche prise. Moi non plus. Chapitre 3. La lune du chasseur. La maison d'enfance de Ramon se trouvait sur un terrain de 2 hectares à l'extérieur de Denver, suffisamment loin des voisins pour garantir l'intimité. Il s'engagea dans l'allée à 23 heures, constatant immédiatement que la BMW d'Alexus avait disparu. La maison était sombre, à l'exception d'une seule lumière dans la chambre principale. Il entra par la porte de derrière avec sa clé, parcourant les espaces familiers avec le silence d'un homme entraîné au combat rapproché. Chaque pièce gardait des souvenirs d'une époque meilleure. Les œuvres de Timothy sur le réfrigérateur, les photos de famille sur la cheminée, l'odeur persistante du parfum coûteux d'Alexis. La porte de la chambre était fermée. Raon entendait des voix. Alexis parlait à quelqu'un au téléphone, d'un ton décontracté et indifférent. Il colla son oreille contre la porte. Je vous avais dit que l'armée s'occuperait de la notification. Il ne nous reste plus qu'à attendre quelques jours, puis je pourrai commencer le deuil. Acte de veuve. Son rire était froid, cassant.
Non, c'est Damon qui gère l'affaire Timothy. On croira qu'il s'est enfui. Un pervers l'a repéré. Ce sont des choses qui arrivent tout le temps. La main de Ramon se porta à la poignée de la porte, mais il s'arrêta. Pas encore. Il avait besoin de plus d'informations. Besoin de comprendre toute l'ampleur de leur trahison. L'argent de l'assurance nous arrangerait bien. Et les indemnités d'essai de Ramon, plus la maison. Elle marqua une pause. Comment ça, tu ne trouves pas le garçon? C'est si difficile de se débarrasser d'un enfant de 8 ans? Raon recula, son esprit opérationnel cataloguant les détails. Alexis parlait à quelqu'un d'autre, pas à Damon. Le plan était plus vaste que d'eux. Et Timothy, son fils, était toujours en vie, toujours quelque part. Il se retira dans son bureau et ouvrit le coffre-fort caché derrière ses décorations militaires. À l'intérieur se trouvaient des documents, des photos et une clé USB contenant tous les renseignements qu'il avait recueillis au fil des ans. Raon avait toujours été minutieux, toujours prêt à affronter les événements. Le pire scénario. Il n'aurait jamais imaginé que sa propre famille serait impliquée. L'ordinateur portable s'est mis à ronronner tandis qu'il accédait à des fichiers cryptés et activait des programmes de surveillance dormants. En quelques minutes, il avait les données de localisation de chaque numéro de téléphone de la liste de contacts d'Alexis, des relevés financiers remontant à 2 ans et des images de vidéosurveillance de commerces locaux proches de la dernière adresse connue de Damon. Ce qu'il a découvert lui a glacé le sang. L'affaire avait commencé 6 mois auparavant, mais la planification remontait à plus loin encore. Alexis avait fait des recherches sur les prestations d'essais militaires, les polices d'assurance vie et les procédures judiciaires en cas de disparition d'enfants. Elle avait consulté des avocats pour des questions de garde en cas de décès de son conjoint. Plus accablant encore, elle avait souscrit une importante assurance vie sur Timothy 3 semaines seulement avant le déploiement de Ramon. Son fils n'était pas seulement un obstacle à leur relation. Il valait plus mort que vivant. Les mains de Ramon tremblaient légèrement lorsqu'il ferma l'ordinateur. De toutes ces années de combat face aux terroristes et aux combattants ennemis, il n'avait jamais ressenti la rage cristalline qui l'envahissait maintenant. Ces gens ne l'avaient pas seulement trahi, mais un enfant innocent, son enfant. Le silence s'était installé dans la chambre. Raon s'approcha de la fenêtre et regarda la BMW d'Alexis s'engager dans l'allée. 2 silhouettes en sortirent. Alexis et un homme qu'il ne reconnut pas. Pas Damon, quelqu'un de nouveau. Ramon disparut dans l'ombre de son bureau lorsque la porte d'entrée s'ouvrit. Il entendit la voix d'Alexis, plus aiguë, nerveuse. Je vous avais bien dit qu'il était censé être mort. La notification aurait dû arriver. Eh bien, il n'est pas mort, répondit l'homme d'une voix grave. Parce que Jerry Singh vient d'appeler Damon. Votre mari est de retour en ville et il pose des questions. Il y eut un long silence. Puis Alexis reprit la parole, la voix empreinte d'une pointe de panique. Alors, il faut avancer dans le temps. À quelle vitesse pouvez-vous faire disparaître Ramon ce soir? Si nécessaire, mais ce sera salissant et coûteux. Je me fiche du salissant. Je me soucie de la permanence. Ramon sourit dans l'obscurité. Une expression froide et prédatrice qui aurait terrifié quiconque la verrait. Sa femme venait de signer le sien. Un arrêt de mort, et elle l'ignorait. Mais d'abord, il devait retrouver Timothy. Tout le reste pouvait attendre que son fils soit en sécurité. Tandis que les voix se dirigeaient vers le salon, Ramon se glissa par la porte de derrière et s'enfonça dans la nuit. Il avait du travail, et Daon était encore loin. Chapitre 4. Au plus profond de l'abîme. Le quartier des entrepôts de Denver était un cimetière d'ambition industrielle. Des bâtiments rouillés et des rêves brisés s'étendaient vers les montagnes telles des pierres tombales métalliques. Ramon gara son camion à 3 pâtés de maison et se faufila dans l'ombre avec une discrétion éprouvée. Des lunettes de vision nocturne transformaient l'obscurité en un monde de possibilités teintées de vert. La cachette de Damon Booker occupait le 3e étage d'une ancienne usine textile. Ramon passa 2 heures à surveiller, cartographiant les positions des gardes et identifiant les points d'entrée. Il y avait 4 hommes à l'intérieur, Damon, plus 3 autres qui ressemblaient à des hommes de main. Tous armés, tous nerveux. Grâce à la lunette thermique qu'il avait récupérée dans son garde-meuble, Ramon pouvait voir des signatures thermiques se déplacer à l'intérieur du bâtiment. Une signature plus petite dans une arrière-salle, immobile pendant un long moment. Son cœur battait fort. Timothy, l'entrée était celle des forces spéciales, silencieuse, rapide et dévastatrice.
Raon contourna les gardes du rez-de-chaussée par un puits de maintenance et déboucha dans la salle électrique du 2e étage. Le réseau électrique du bâtiment datait de plusieurs décennies et était facilement manipulable par quelqu'un de sa formation. Lorsque les lumières s'éteignirent, la panique s'empara du 3e étage. Des cris, des pas précipités, le bruit caractéristique des armes qu'on préparait dans l'obscurité. Ramon sourit et activa sa vision nocturne. Le premier garde mourut sans savoir ce qui l'avait frappé. Un coup de couteau entre les côtes, rapide et silencieux. Le second parvint à crier avant que le gros de Ramon ne lui coupe définitivement la voix. Lorsque l'éclairage de secours se déclencha, 2 hommes étaient morts et Ramon n'était plus qu'un fantôme errant au milieu d'eux. Damon Booker était blotti dans la pièce principale avec son dernier garde du corps, un jeune homme nerveux qui pointait son pistolet sur chaque ombre. Ramon les observa à travers une ouverture dans le mur, notant la détérioration de son état. L'homme transpirait malgré la fraîcheur. L'air. Ses mains tremblaient, ses yeux se perdaient constamment dans l'arrière-salle où Timothy était retenu. « Il est là », murmura Damon. « Je le sens. Ce psychopathe est là. »« Qui est là ?» demanda le garde du corps. « Excellent », répondit une voix grave que Ramon reconnut comme étant Vernon Knoll. Et le garçon se débarrassa de ses affaires comme demandé. Damon s'en est occupé hier. Ramon serra les mâchoires. Il pensait que Timothy était mort. Des complications ? Demanda Karl Batt, l'avocat. Aucune. La scène avait été mise en scène pour faire croire à un enlèvement. Des traces de sang conduiront la police à soupçonner un trafic d'êtres humains. Ils chercheront pendant des mois, ne trouveront rien, et finiront par classer l'affaire. Et Damon, il est devenu un handicap. Knoll dit, nerveux, instable, il consomme trop de drogue. Il faudra régler ce problème avant qu'il ne parle à qui que ce soit. Raon classa cette information. Il prévoyait aussi de tuer Damon, probablement dans les jours à venir. Les compagnies d'assurance auront besoin des certificats de décès du mari et du fils avant de débloquer les fonds, expliqua Batt. Les indemnités de décès militaires sont automatiques, mais les polices privées exigent des justificatifs. Combien de temps ? Demanda Alexis. 2 semaines, peut-être 3. Ensuite, tu auras accès à tout. Et après ça, Knoll gloussa, un bruit semblable à du gravier dans une bétonnière. Après ça, tu disparais. Nouvelle identité, nouvelle vie. Un endroit chaud, sans traité d'extradition. Et toi aussi ? On prend nos parts et on passe au client suivant. Ce modèle économique est très rentable. Ramon en avait assez entendu. Ce n'étaient pas que des criminels. C'étaient des tueurs en série qui dirigeaient une entreprise de meurtre pour les assurances. Alexis n'était pas leur première cliente, et elle ne serait pas la dernière, mais elle serait la dernière. Ramon se retira par le système de ventilation. Son esprit élaborait déjà un plan. Alexis, Knoll et Batt réfléchissaient. C'étaient des prédateurs. Ils étaient sur le point d'apprendre ce que c'était que d'être une proie. À 16 heures, le téléphone de Ramon sonna, l'inspecteur Harrington appelant. « Monsieur Moody, je suis désolé de vous informer que nous avons trouvé d'autres traces de sang dans l'entrepôt où se cachait votre beau-frère. Nous pensons que Timothy a peut-être été grièvement blessé. » « Je comprends, » répondit Ramon avec une pointe de chagrin dans la voix. « Il y a autre chose. Damon Booker a été retrouvé mort ce matin. Une balle dans la tête, comme une exécution. Cette affaire vient de se transformer en enquête pour homicide. » Ramon sourit d'un air sombre. Knoll était déjà en train de régler les derniers détails, comme prévu. « Inspecteur, j'ai une faveur à vous demander. Ma femme ne gère pas bien la situation. Pourriez-vous attendre 24 heures avant de l'informer de la mort de Damon ? Je veux être là quand elle apprendra la nouvelle. » Bien sûr, monsieur Moody. Prenez tout votre temps. Raon raccrocha et retourna à ses préparatifs. Damon était mort, ce qui simplifiait les choses. Il restait 3 cibles, Alexis, Knoll et Batt. Tous pensaient que Ramon était mort et que Timothy avait été éliminé. Ils allaient découvrir à quel point ils pouvaient se tromper. Le chasseur était devenu la proie et la partie allait commencer sérieusement. Chapitre 6. Les péchés du père. Ramon passa la soirée à apprendre à Timothy à utiliser le système de sécurité de la cabane. Son fils était résili, un trait hérité des 2 côtés de la famille. Cependant, Ramon doutait que la résilience d'Alexis lui soit utile dans les jours à venir. « Papa,
Pourquoi maman me voulait-elle du mal? Demanda Timothy alors qu'ils étaient assis près de la cheminée. Ramon redoutait cette question. Comment expliquer à un enfant de 8 ans que sa mère a essayé de le faire tuer pour de l'argent? Parfois, on fait de mauvais choix, fiston. De très mauvais choix. Ta mère est malade. Elle a besoin d'une aide que je ne peux pas lui apporter. Vas-tu l'aider quand même? Raon plongea son regard dans les yeux innocents de son fils. Des yeux qui portaient encore de l'amour pour la femme qui avait tenté de le tuer. Je vais m'assurer qu'elle ne fasse plus jamais de mal à personne. C'est une aide d'un autre genre. Le lendemain matin, on apprit que Vernon Knoll avait été retrouvé mort dans son bureau, apparemment suicidé. Une note avouait l'enlèvement et le meurtre de Timothy Moody, puis le meurtre de Damon Booker pour brouiller les pistes. La note présentait des excuses aux familles et citait un profond sentiment de culpabilité comme raison de son suicide. Ramon lut le reportage avec une admiration professionnelle. Quelqu'un excellait dans la mise en scène de crimes, probablement Alexis elle-même. Il avait sous-estimé ses capacités. Opérationnel. Son téléphone sonna. Inspecteur Harrington, encore. Monsieur Moody, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous avons résolu l'affaire de votre fils. Vernon Knoll a fait des aveux complets avant de se suicider. Et la mauvaise nouvelle? Je suis désolé, mais au vu des aveux et des preuves, nous devons présumer que Timothy est décédé. Knoll a détaillé la méthode d'élimination. Nous pourrions ne jamais retrouver le corps. Je comprends, inspecteur. Merci pour tout ce que vous avez fait. Après avoir terminé après l'appel, Ramon resta assis en silence pendant plusieurs minutes. Alexis venait de passer à l'action, éliminant Knoll et se positionnant comme la veuve et la mère endeuillée. Elle se croyait probablement libre et sauve. Elle avait tort. Cet après-midi-là, Ramon se rendit à Denver pour effectuer une dernière surveillance de ses cibles. Karl Batt était à son bureau, vacant à ses occupations comme à son habitude. Alexis était chez elle, jouant le rôle de la mère dévastée pour les voisins qui apportaient des cassolettes et présentaient leurs condoléances. Ramon l'observa à travers des jumelles, dissimulées de l'autre côté de la rue. Elle se déplaçait dans la maison comme une actrice en répétition, touchant les jouets de Timothy avec une tristesse théâtrale, assise près de la fenêtre, un mouchoir pressé sur les yeux. C'était une performance magistrale. Elle s'était probablement entraînée devant le miroir. À 18 h, Alexis quitta la maison, vêtu de noir, en direction du centre-ville. Ramon la suivit de loin, la regardant entrer dans le même immeuble où Batt avait son bureau, mais au lieu de monter au 20e étage, elle s'arrêta au 15. L'annuaire indiquait un cabinet médical privé. Dr Gustavo Quick, chirurgien esthétique. Raon sentit les pièces du puzzle s'emboîter. Alexis ne prévoyait pas seulement de disparaître avec l'argent de l'assurance. Elle prévoyait de devenir quelqu'un d'autre. Nouveau visage, nouvelle identité, nouvelle vie. Grâce aux caméras de surveillance de l'immeuble, piratées quelques heures plus tôt, Ramon observait Alexis rencontrer le docteur Quick. Ils discutèrent des interventions chirurgicales, des délais de cicatrisation et des échéanciers de paiement. Le médecin lui montra des simulations informatiques montrant comment elle se comporterait après les opérations. La femme dans les simulations ne ressemblait en rien à l'Alexis Moody qui avait épousé un jeune soldat 12 ans plus tôt. Raon prit sa décision. La consultation chirurgicale dura 45 minutes. En quittant l'immeuble, Alexis trouva un mot sur son pare-brise. Votre mari et votre fils vous attendent à la maison. Venez seul, où la police recueillera des preuves très intéressantes concernant une fraude à l'assurance et un complot en vue de commettre un meurtre. Un ami. 20 minutes plus tard, Alexis fit irruption par la porte d'entrée, son sang-froid finissant par craquer. Bonjour, Alexis, dit Ramon depuis le canapé du salon. Tu as l'air surpris de me voir. Elle resta figée dans l'embrasure de la porte, le visage oscillant entre la stupeur, la terreur et le calcul. Ramon, mais tu es mort, dit le militaire. Le militaire dit beaucoup de choses. Parfois, c'est même vrai. Ramon fit un geste vers la chaise en face de lui. Assieds-toi. Il faut qu'on parle. Où est Timothy? La question lui parvint comme un murmure. En sécurité, ce qui est plus qu'on ne peut le dire soi-même. Alexis s'approcha lentement de la chaise, mais resta debout. Je ne sais pas ce que tu crois savoir, mais je sais tout. La voix de Ramon trancha ses protestations comme une lame de rasoir. La liaison avec ton frère, les polices d'assurance,
le complot, Vernon Knoll, Karl Bath, tout ça. Sa façade s'effondra complètement. Damon a dit que tu étais mort. Il m'a montré la notification officielle. Damon est mort. Knoll est mort. Tu les as tués tous les deux pour brouiller les pistes. Ramon se pencha légèrement en avant. Très un travail professionnel, au fait. Je suis impressionné. Tu ne peux rien prouver. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit devant un tribunal. Alexis, je ne suis plus policier. Le sous-entendu flottait entre eux comme une arme chargée. Que veux-tu, demanda-t-elle finalement. Je veux que tu comprennes quelque chose, dit Ramon doucement. Tu as essayé d'assassiner mon fils, notre fils, pour de l'argent. Il n'y a pas de pardon pour ça. Il n'y a pas de rédemption. Il n'y a que des conséquences. Raon, s'il te plaît. La conséquence, continua-t-il comme si elle n'avait rien dit, c'est que tu vas tout avouer aux autorités. Tu vas plaider coupable. Tu vas purger ta peine en prison, quelle que soit sa durée. Et si je refuse, le sourire de Ramon était plus froid que le vent arctique. Alors je te rappellerai que j'ai passé 12 ans à apprendre à faire disparaître les gens sans laisser de traces. Et contrairement à toi, je n'ai jamais échoué. Le choix était simple. La prison à vie ou pas de vie du tout. Alexis a choisi la prison. Chapitre 7. Le jugement. L'enregistrement des aveux a pris 3 heures. Alexis a détaillé chaque aspect du complot pendant que Ramon manipulait la caméra, s'assurant que ses aveux étaient légalement recevables. Elle a parlé de sa liaison avec Damon, du recrutement par Vernon Knoll, des étapes de planification des meurtres et de son propre rôle dans l'exécution du plan. Il en est ressorti le portrait d'un mal systématique qui allait bien au-delà de la fraude à l'assurance. Knoll dirigeait son opération depuis des années, ciblant les familles de militaires car leur décès était plus facile à simuler à l'étranger. Alexis n'était pas sa première cliente. Elle était la 7e d'une série d'affaires remontant à 2019. Combien d'enfants, demanda Ramon lors d'une révélation particulièrement accablante. 12, chuchota Alexis. Peut-être plus. Knoll tenait des registres, mais il les détruisait après chaque mission. Raon se sentit mal. Ils n'avaient pas seulement planifié le meurtre de Timothy. Ils avaient participé à une opération systématique qui avait tué au moins 12 autres enfants pour l'argent des assurances. Nous sommes dans les archives de Knoll. Coffre-fort boîte. First National Bank, agence du centre-ville. Boîte 847. Clé. Alexis fouilla dans son sac à main et lui tendit une petite clé en laiton. Je devais le vider une fois que tout serait réglé. Ramon empocha la clé. Ces dossiers allaient impliquer des dizaines de personnes dans de multiples meurtres. Le FBI serait très intéressé par ces preuves. Une dernière question, dit Ramon alors que les aveux touchaient à leur fin. As-tu déjà aimé Timothy? Même un peu. Alexis regarda droit dans la caméra pour la première fois depuis des heures. Non, il a toujours été ton enfant. Peu importe. Je le tolérais parce qu'il faisait partie du lot. Mais l'aimer? Non. L'honnêteté était plus dévastatrice que n'importe quelle. Mensonge. Ramon arrêta l'enregistrement et téléversa le fichier sur un serveur crypté accessible aux forces de l'ordre. Puis il passa une série d'appels téléphoniques à l'inspecteur Harrington, au FBI, à la division des enquêtes criminelles militaires. Au matin, l'affaire ferait la une des journaux internationaux. Le soir, des dizaines d'autres affaires seraient rouvertes. La conspiration du Nullard serait complètement démantelée, rendant justice aux familles. Qui n'avaient jamais su que leurs proches avaient été assassinés. Que va-t-il se passer maintenant, demanda Alexis alors que Ramon s'apprêtait à partir. Maintenant, attends la police. Ils seront là dans l'heure. Et Timothy ne te reverra plus jamais. Il ne saura jamais que tu as essayé de le tuer. Pour lui, tu es mort dans un accident de voiture pendant que j'étais à l'étranger. Propre, simple, miséricordieux. Tu vas lui mentir. Je vais le protéger de la vérité jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour la supporter. C'est ce que font les pères. Ramon se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Une dernière chose, Alexis. En prison, tu rencontreras d'autres femmes qui ont blessé des enfants. Elles ne vivent généralement pas très longtemps. Je pensais que tu devrais le savoir. Il la laissa assise dans le salon de ce qui avait été leur maison, entourée des décombres d'une vie qu'elle avait détruite pour de l'argent.
45 minutes plus tard, des voitures de police remplissaient l'allée. Chapitre 8. Table rase. La frénésie médiatique dura des semaines. La conspiration de Nul a fait la une des journaux à travers le pays, les enquêteurs ayant découvert un réseau de meurtres à gages ciblant les familles de militaires. Alexis Moody est devenu le visage du mal. Une mère a tenté de tuer son propre enfant pour l'argent de l'assurance. Elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Karl Batt a été condamné à 25 ans de prison pour son rôle dans la conspiration. 7 autres complices ont été arrêtés dans le cadre d'une opération plus vaste. Ramon et Timothy ont assisté à la condamnation depuis leur chalet dans les montagnes, loin du cirque médiatique. Timothy croyait encore que sa mère était morte dans un accident de voiture. Le garçon se remettait physiquement et émotionnellement, mais les cicatrices mettraient des années à s'estomper complètement. « Papa, est-ce qu'on va rester ici pour toujours ?» a demandé Timothy un soir, assis au bord du lac derrière le chalet. « Ça te dirait ? J'aime cet endroit. C'est paisible et personne ne nous cherche de mal. » Ramon a hoché la tête. Le chalet pourrait devenir leur résidence permanente. Il avait suffisamment d'argent de côté pour vivre confortablement. Et Timothy pourrait être scolarisé à domicile ou aller dans une petite école locale. Une vie tranquille. Loin des complexités du monde qui avait engendré des gens comme Alexis et Vernon Knoll. Mais la paix avait un prix. Le téléphone de Ramon sonnait sans arrêt, d'anciens contacts militaires, des forces de l'ordre, d'entrepreneurs privés qui avaient besoin de quelqu'un avec ses compétences particulières. Le monde était rempli de gens qui faisaient du mal à des enfants innocents. Et Raon Moody s'était montré très efficace pour les arrêter. « Timothy, dit-il finalement, que dirais-tu d'aider d'autres enfants en difficulté ? Que veux-tu dire ? Je veux dire, utiliser ce que nous avons appris pour nous assurer que d'autres familles ne vivent pas ce que nous avons vécu. » Timothy réfléchit sérieusement. Il était désormais plus mûr que son âge, ayant vu le pire que la nature humaine puisse offrir. Serait-ce dangereux ? Parfois, mais soyons prudents. Nous serions intelligents et nous ne nous attaquerions qu'à ceux qui le méritent vraiment. Comme maman l'a fait. Raon grimaça en voyant la désinvolture avec laquelle son fils parlait d'Alexis. Pour Timothy, la mort de sa mère était désormais une réalité. Pas plus chargée d'émotions que la météo, comme ta mère l'a fait, confirma Ramon. Puis, oui, je veux aider. Cette nuit-là, après que Timothy se soit endormi, Ramon passa une série d'appels téléphoniques. Au matin, il avait 3 dossiers en cours, des disparitions d'enfants, des meurtres présumés, des familles détruites par des individus qui se croyaient intouchables. Le premier cas concernait Margie Maldonado, une habitante de Phoenix qui avait souscrit de lourdes assurances pour ses beaux-enfants et préparé un tragique accident pendant leurs vacances d'été. Le deuxième était celui de Salvatore Sanchez, un travailleur social corrompu de Miami qui vendait des enfants à des trafiquants d'êtres humains. Le troisième concernait un réseau de familles d'accueil de Seattle qui percevait des chèques gouvernementaux pour des enfants qu'ils avaient tués des années auparavant. Tous se croyaient en sécurité. Tous se trompaient. Ramon Moody avait trouvé sa nouvelle mission, protéger les enfants des monstres à visage humain. Il excellait dans ce domaine, et le monde avait besoin de personnes prêtes à faire le nécessaire lorsque le système s'effondrait. Le chasseur était devenu le protecteur, et les proies ne manquaient pas. Chapitre 9, sang et rédemption. 5 ans plus tard, le complexe rural du Montana ressemblait de l'extérieur à un pavillon de chasse, cabane rustique, forêt dense, lac aux eaux cristallines. De l'intérieur, c'était tout autre chose. Un centre d'entraînement, une maison sécurisée et un quartier général opérationnel réunis en un seul. Timothy Moody, aujourd'hui âgé de 13 ans, pouvait démonter un fusil d'assaut en 40 secondes, parler couramment 3 langues et pirater la plupart des systèmes informatiques civils. Il savait également préparer des cookies aux pépites de chocolat, maintenir une moyenne de 4,0 à 0 dans ses cours en ligne et battre son père aux échecs 2 parties sur 3. Raon observait son fils par la fenêtre de la cuisine tandis que Timothy s'entraînait aux techniques de conduite défensive sur le parcours d'obstacles du complexe. Le garçon avait grandi et s'était élancé, avec les yeux bleus glaciés de son père et l'esprit analytique de sa mère. Bien qu'il ait appris à utiliser cette nature analytique pour se protéger plutôt que pour attaquer, ils avaient sauvé 43 enfants en 5 ans. L'affaire Maldonado avait été résolue, Margie avait elle aussi subi un tragique accident. Une explosion due à une fuite de gaz, qui semblait tout à fait naturelle aux yeux des enquêteurs. Salvatore Sanchez avait été retrouvé mort dans son bureau. Une crise cardiaque apparente provoquée par le stress.
L'anneau de Seattle Foster avait simplement disparu une nuit. Leurs corps ne se sont jamais rétablis. Le réseau de Ramon s'était développé pour inclure d'anciens militaires, des criminels réformés et des familles qui avaient perdu des enfants à cause des prédateurs. Ils opéraient en dehors de la loi si nécessaire, si possible, et toujours avec une précision chirurgicale. Le dernier fichier de cas était ouvert sur le bureau de Ramon. Diane Clay, une enseignante de la maternelle à Denver soupçonnée d'avoir abusé de ses élèves. La police avait enquêté 2 fois, mais n'a pas pu construire une affaire qui se tiendrait sur le tribunal. Les enfants étaient trop jeunes pour témoigner efficacement, les preuves trop circonstancielles. Mais Ramon avait appris que les tribunaux n'étaient pas le seul lieu de justice. Son téléphone chiffré a bourdonné d'un message de Grant Frank, maintenant à la retraite et travaillant en tant que chef de la sécurité composée. Clay a confirmé plusieurs victimes prêtes à l'extraction. Raon a fermé le dossier et vérifié sa montre. Timothy aurait terminé la pratique de conduite en 10 minutes. Il pourrait être à Denver ce soir. Demandez à l'argile neutralisée d'ici demain matin et rendez-vous à la maison à temps pour l'anniversaire de Timothy jeudi. Papa. La voix de Timothy a traversé l'enceinte alors qu'il garait la Jeep modifiée avec une précision militaire. Nous avons un mouvement sur les caméras de périmètre. La main de Ramon se déplaçait instinctivement vers le pistolet sur sa hanche alors qu'il montrait le fil de sécurité. 3 VUS noirs s'approchaient sur la route d'accès. Véhicules officiels avec des assiettes gouvernementales. Fédéral Ramon a annoncé à sa radio tout le personnel à des postes de secours. Le composé avait été conçu pour exactement ce scénario. Sortie cachée, protocole d'urgence, procédure de destruction des preuves. Raon avait toujours su que finalement quelqu'un viendrait poser des questions sur les morts très médiatisées qui semblaient le suivre à travers le pays. Les VUS se sont arrêtés à la porte principale. Les agents fédéraux ont émergé le FBI par leur roulement et leur équipement. L'agent principal a approché l'interphone avec une foulée confiante de quelqu'un habitué à être obéi. Ramon Moody. Agent de main sage FBI. Nous devons parler. Ramon a activé l'interphone. À propos de quoi? À propos d'Alexis Moody. Elle a été retrouvée morte dans sa cellule hier matin. Suicide apparent. Ramon n'a ressenti aucun chagrin, aucune satisfaction, juste un sentiment d'achèvement. Alexis avait finalement payé le prix ultime de ses crimes. Je suis désolé d'entendre cela, a-t-il dit à travers l'interphone. Mais je ne vois pas comment cela me concerne. Ma femme est décédée dans un accident de voiture il y a 5 ans. Monsieur Moody, nous savons qui vous êtes et ce que vous avez fait. La question est de savoir si nous allons travailler ensemble ou travailler les uns contre les autres. Raon le considérait. Le FBI ne serait pas venu seul s'il prévoyait de l'arrêter. Cela ressemblait à du recrutement. Timothy, activate protocole 7, a-t-il dit à sa radio. Le protocole 7 frotterait leurs systèmes informatiques et préparerait le composé pour une évacuation immédiate si nécessaire. Il a ouvert la porte. L'agent Wiz était une femme sérieuse dans la quarantaine, le type d'agent fédéral qui avait passé sa carrière à construire des cas contre des personnes qui blessent les enfants. Elle est entrée dans le bâtiment principal du composé avec une lassitude professionnelle. Ses agents de sauvegarde la flanquant mais ne dessinant pas d'armes. Une configuration impressionnante, a-t-elle dit, notant l'équipement de surveillance et l'équipement tactique. Très professionnel. J'aime être préparé, répondit Ramon. Que voulez-vous, sage de l'agent? Je veux vous offrir un emploi. Timothy est entré dans la pièce avec un plateau de café, jouant parfaitement le rôle de l'adolescent innocent. Les yeux de l'agent Wiz se ramollissaient légèrement lorsqu'elle l'a vu. Un rappel que tout ce que Ramon avait fait était pour des enfants comme Timothy. Quel genre de travail? Demanda Ramon. Le genre qui vous permet de continuer à faire ce que vous faites déjà, mais avec le soutien officiel, le budget, les ressources, la protection juridique. L'agent Wiz a sorti une tablette et lui a montré une présentation. Le FBI formait un nouveau groupe de travail axé sur les crimes contre les enfants. Des cas qui ont chuté des mises en service des forces de l'ordre normal. Cas où les méthodes traditionnelles n'étaient pas efficaces. Nous avons besoin de gens qui sont prêts à aller dans des endroits où nous ne pouvons pas aller, faire des choses que nous ne pouvons pas faire. Les gens qui comprennent que parfois la justice nécessite des méthodes plus directes. Ramon a étudié la proposition. Sanctions officielles pour ses opérations, ses ressources gouvernementales, son immunité juridique pour les actions prises en fonction de la bourse complète de Timothy à toute université qu'il choisit, suivi d'un poste au bureau s'il est intéressé.
Ses compétences sont impressionnantes pour quelqu'un de son âge. Timothy regarda son père. À ses yeux, Ramon a vu la même intelligence froide qui les avait aidés à survivre 5 ans de prédateurs de chasse. Son fils avait grandi dans ce monde, compris ses nécessités, accepté ses complexités morales. Que pensez-vous, fils? Je pense que Timothy a dit attentivement, que 43 enfants ne suffisaient pas. Il y en a des milliers d'autres qui ont besoin d'aide. Agent Wyss sourit. J'espérais que tu dirais ça. Ramon a pris sa décision. La guerre contre les personnes qui blessaient les enfants continuerait, mais aurait maintenant tout le poids du gouvernement fédéral derrière cela. Quand commençons-nous? Demain. Nous avons un cas à Las Vegas. Une garderie qui vend accès aux enfants à sa charge. La police locale enquête depuis des mois sans résultat. Compris. Ramon se leva et tendit la main. Agent Wyss, bienvenue à la guerre. Alors qu'il se serra la main, Ramon a attrapé le reflet de Timothy dans la fenêtre. Son fils souriait, non pas avec la joie innocente de l'enfance, mais avec la satisfaction froide d'un prédateur qui vient de trouver de nouveaux terrains de chasse. Certaines personnes sont nées pour protéger les innocents. Certains sont nés pour chasser les monstres qui les ont menacés. La famille Moody avait trouvé le rappel. 3 mois plus tard, une garderie à Las Vegas a été retrouvée morte dans son bureau et une surdose apparente. Les enfants dont la garde a été déménagée dans des installations plus sûres et la bague de trafic dont elle avait fait partie a été complètement démantelée. L'enquête a noté que la femme avait été sous surveillance par des agents fédéraux, mais ces agents ne savaient pas comment elle avait obtenu les médicaments qui l'ont tuée. Dans les régions rurales du Montana, Ramon et Timothy Moody prévoyaient déjà leur prochaine opération. La guerre a continué, et là vous l'avez. Une autre histoire prend fin.